Le Crédit Mutuel Nord-Europe présente l'agenda. Depuis plus de 2000 ans, les artistes sculptent, peignent, composent, écrivent, décrivent et représentent le monde qui les entoure. L'art est multiple et c'est cette diversité que nous allons mettre à l'honneur dans ce nouvel agenda. Place à la dive Arcité avec un artiste aussi doué qu'inclassable. Alberto Giacometti est à l'honneur ce mois-ci et jusqu'au mois de juin dans une exposition où plus de 150 de ses œuvres sont réunies au LAM. Une large rétrospective que l'agenda vous fera découvrir. Autre époque, autre talent artistique avec Momoko Seto. Cette plasticienne japonaise participera à la prochaine édition du Video Mapping Festival et nous avons eu la chance d'assister aux préparatifs. Enfin, coup de projecteur sur le 8e art avec le festival Sérimania qui se déroulera, comme l'an dernier, dans la métropole lilloise. Il flotte comme un air d'excitation au LAM. Il faut dire que tous les 3 ans, la programmation du musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq est marquée par un événement majeur. Et c'est Alberto Giacometti, l'un des plus grands artistes du XXe siècle, qui est à l'honneur jusqu'en juin. Une rétrospective exceptionnelle qui réunit plus de 150 œuvres qu'il a fallu installer avec soin et précision. Les caméras de l'agenda étaient dans les coulisses pour que vous puissiez vivre ce moment rare. Dans un musée, l'installation d'une exposition reste un moment privilégié, intime et un peu spécial. Les caméras sont rarement les bienvenues, et encore moins lorsqu'il s'agit de filmer l'arrivée d'une œuvre inestimable. C'est que c'est l'œuvre emblématique de Giacometti. L'idée, c'était d'introduire cette sculpture-là, non pas à la fin de l'exposition, comme c'est souvent le cas, mais un petit peu dans la pièce centrale de l'exposition, autour de l'Égypte, et de ramener la lecture comme ça de l'influence égyptienne de Giacometti en la présentant comme un hiéroglyphe. Et donc autour, on a toutes les œuvres qui font référence à cette période de l'Égypte antique qui a beaucoup intéressé Giacometti. Avant d'accrocher celle-ci, on a tenu à installer celle qui était contre le mur, puisque c'est ce qui fait projection en fait. Quand on projette le regard, on les voit, on voit cette œuvre-là en regard des autres. Donc on attendait pour l'installer d'avoir installé d'abord les autres. On l'aurait pas mis en premier, par exemple. Moi j'aurais tourné un petit peu en biais, un peu comme ça, pour voir ce que ça donne. Donc je crois que je préfère quand même... Droit. Ouais. Il fallait essayer, on va le remettre moi. On remet... Ouais, comme... Ok. On le remet, du coup... C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a la manipule, on est impressionné, parce que l'œuvre est presque comme une personne au milieu de l'équipe. Voilà, et toute l'attention lui est portée. Vous voyez, on est 5-6 personnes autour de l'œuvre. Donc oui, c'est toujours un peu de l'émotion. Pour moi, c'est important vraiment de tourner autour de l'œuvre et de voir vraiment qu'est-ce qui se passe à chaque fois en fonction des différents points de vue que va avoir le visiteur. C'est vraiment le visiteur
par son déplacement qui va vraiment reconstruire la sculpture. J'ai vu ça alors comment? Tout l'enjeu pour l'équipe du musée consiste à trouver l'angle exact qui va frapper le regard du public et étonner même ceux qui connaissent déjà cette statue. Une opération très délicate. Peut-être parce qu'on n'est pas rentré en même temps. Parce que je pense que justement l'axe, il faut vous pouvez rentrer exactement en même temps. Moi, ça fait 7 ans et demi que je travaille sur Giacometti, donc on a l'impression qu'on les a vus et revus au fil des expositions, mais il y a toujours quand même quelque chose de très fort quand on la présente dans l'espace, hein, parce que là, tout d'un coup, elle prend une autre dimension et ça reste toujours un grand moment d'émotion, parce qu'effectivement, c'est un très très grand artiste. Depuis plusieurs années, tout le LAM vit au rythme d'Alberto Giacometti. Et qui mieux que Sébastien Delot, directeur, conservateur du LAM, pour nous en apprendre davantage. Sébastien Delot, bonjour. Bonjour Laurence. Comment expliquez-vous qu'un artiste comme Alberto Giacometti, qui fut un mythe de son vivant, n'ait pas eu le droit à plus de rétrospectives d'une telle ampleur ? C'est un artiste effectivement incontournable de l'histoire de la sculpture, un artiste moderne incroyable, et en même temps c'est un artiste inclassable, et on a envie toujours de voir plus d'œuvres de Giacometti. En même temps, étonnamment, le public a en tête des œuvres de Giacometti sans nécessairement les lui attribuer. Alors comment définir Giacometti ? C'est l'artiste qui nous touche profondément, c'est l'artiste qui en même temps ne mobilise pas ou ne nécessite pas de la part des visiteurs d'avoir un bagage culturel extrêmement pointu ou d'être un fin connaisseur. C'est l'artiste des émotions, c'est l'artiste qui vous touche. Giacometti commence à peindre à l'âge de 13 ans et ensuite il a été influencé tout au long de sa vie par différents mouvements artistiques et maîtres. Est-ce que c'est ce qu'on va voir dans l'exposition ? Giacometti est véritablement une figure à part, une figure singulière, qui à la fois s'inscrit dans l'histoire, mais en même temps, c'est un artiste de son temps qui produit, j'allais dire, une grammaire, une langue de son époque, et il se nourrit aussi de la création universelle, que ce soit l'art égyptien, que ce soit l'art antique grec, que cela soit la photographie de son époque. Il connaît tous les grands artistes, Man Ray, Brassailles, Cartier-Bresson. Il est au cœur de la vie artistique et littéraire. À travers Giacometti, c'est toute la grande histoire, j'allais dire, intellectuelle, artistique, de la fameuse bohème parisienne qui se révèle à travers son mode de vie. Nous avons un deuxième cadeau pour vous. Ce sont les premières images de ce qui vous attend au LAM. Voici un avant-goût de l'exposition Alberto Giacometti, une aventure moderne. Lorsqu'un grand musée comme le LAM veut proposer une exposition vraiment différente sur un artiste aussi connu que Giacometti, il doit commencer par identifier le fil conducteur de toute son œuvre à travers le dédale de ses recherches et de ses inspirations. Alberto Giacometti, c'est un artiste qui s'est toujours intéressé à la figure humaine et qui a essayé de concilier à la fois une représentation un peu universelle de l'humanité et aussi essayer de traduire ce qui fait la personnalité du modèle, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup représenté ses proches, par exemple, et il y avait vraiment cette volonté de capter la vie du modèle dans une figure qui soit en même temps universelle. L'une des grandes trouvailles de cette exposition, c'est d'avoir rendu évidente l'influence de l'Égypte antique sur l'œuvre de Giacometti. Il s'est beaucoup inspiré notamment de la statuaire égyptienne antique. On peut voir dans les postures de certaines œuvres, comme dans la femme qui marche qui est derrière moi, et même dans l'homme qui marche, qui est une de ses œuvres les plus connues, on peut voir l'inspiration de l'antiquité égyptienne, parce que c'est vraiment la même attitude qu'on va trouver dans les statues de pharaons, par exemple, ou de divinités égyptiennes.
Mais ce grand maître de l'art figuratif a traversé les années 30 au milieu des surréalistes. Une période d'œuvres abstraites, évoquant les rêves, les fantasmes et les traumatismes. Alors le nez, c'est une sculpture particulière parce qu'elle fait la synthèse en quelque sorte entre deux périodes de Giacometti. Enfin, c'est vraiment une œuvre de transition parce qu'on va retrouver la cage qu'il avait inventée à l'époque surréaliste avec la boule suspendue, mais au lieu de mettre un certain nombre d'objets géométriques à forte puissance symbolique, dans cette œuvre, il va revenir à la figure humaine. Alberto Giacometti, une aventure moderne est à découvrir actuellement au LAM et ce jusqu'au 11 juin. Sébastien Delot, l'idée de cette expo, c'est aussi donner au public une autre lecture de l'art moderne et de l'art contemporain. Alors, je dirais que oui, cette exposition, en fait, elle est au cœur du musée. C'est véritablement l'énergie de cette exposition qui se propage dans tout le musée, puisque à l'intérieur des collections, 7 contrepoints ponctuent le parcours, à chaque fois avec un regard. Donc vous avez un contrepoint d'Annette Messager, grande artiste contemporaine. Elle a décidé de réaliser cette pièce absolument splendide, sans légende, qui est finalement qu'est-ce qu'il resterait si tout devait disparaître. Et pour Annette Messager, l'œuvre de Giacometti devrait rester. On propose également une petite salle pépite à travers le regard de différents photographes qui ont fréquenté l'atelier de Giacometti, des petites mises en bouche pour le visiteur qui permettent de voir l'intimité de l'atelier. Moi, il y a une œuvre qui m'interpelle, que j'aime beaucoup, c'est le nez. Qu'est-ce qu'elle met en lumière, cette œuvre ? C'est à la fois une évocation d'une sculpture qu'il a faite beaucoup plus tôt à son époque surréaliste, dite surréaliste, qui s'appelle Pointe à l'œil, où cette pointe semble arriver à ça de l'œil du petit personnage qu'il représente. Mais en même temps, ce nez, c'est également Pinocchio, puisque finalement, comment arriver à insuffler la vie à ce pantin inanimé qui va se transformer en petit garçon. Comment avez-vous sélectionné les différentes œuvres qu'on peut découvrir dans l'exposition ? Parce que l'œuvre de Giacometti, elle est très importante. Alors on a essayé de choisir des œuvres à la fois iconiques, le fameux homme qui marche, la fameuse femme égorgée, le nez. Puis il y a une vingtaine d'œuvres qui n'ont jamais été montrées et qui, pour certaines, sont montrées pour la toute première fois au public. Merci beaucoup Sébastien Delot. Je vous en prie, à bientôt. Après le succès de la première édition, le Vidéomapping Festival est de retour à la fin du mois. Le vidéomapping est une technique où les images 2D et 3D en mouvement sont projetées sur un bâtiment ou sur un objet. C'est très visuel et le résultat est bluffant. Démonstration avec la plasticienne japonaise Momoko Seto qui projettera son œuvre sur la gare Lille-Flandre. En attendant, elle est en plein préparatif pour le jour J. Ok ? Allez, quand tu veux. Vas-y, chouchou, danse. Ouais. Ah, pourquoi elle se met toujours à l'envers ? Bientôt, ce scarabée fera 15 mètres de long. Je vais attendre qu'elle se remette toute seule. Ben voilà, j'ai trouvé la technique. Et l'artiste japonaise Momoko Seto l'aidera à s'enfuir de la gare Lille-Flandre. Allez, ça sera la prise de siècle. Vas-y. Je travaille déjà avec des insectes depuis un moment. Et l'idée, c'était quand même de coller mes sujets avec cet exercice de mapping. Le mapping, il faut vraiment réfléchir en termes d'architecture. C'est-à-dire, il y a des fenêtres, il y a des murs. Et il faut jouer vraiment avec ça. Et c'est pas juste plaquer une image. Mais j'aimais bien cette idée de vivarium aussi et de vouloir sortir de la gare, vouloir sortir d'un monument, vouloir voilà, un peu aussi l'idée de donner de la parole à ceux qui n'en ont pas. Je pense qu'il y a une idée aussi de ces vivants qui veulent sortir de peut-être de ce cadre civilisé
et qui sont pas du tout leur place. Une fois le concept posé, viennent les problèmes techniques, et notamment le choix de la vitesse de captation de l'image. Tu vois, je pense que 200 images, c'est même pas suffisant. Parce que là, on a l'impression que c'est vitesse réelle. Je t'avais dit 500, chouchou. Là, c'est filmé avec une caméra high speed à 400 images par seconde. Donc d'habitude, c'est 25. Pour donner un peu de poids à l'insecte, parce que si en fait c'est en vitesse normale, donc elle va tomber comme ça. Tandis que si c'est en ralenti, elle va taffer. Et c'est un côté un peu plus Godzilla, quoi. Voilà, c'est toujours très empirique. On essaye, on regarde ça marche pas. Donc voilà, le travail, comme avec les autres films, c'est toujours assez expérimental dans le sens où il y a beaucoup de déchets, d'images, il y a beaucoup d'essais. Ensuite, alors je retravaille toutes ces images en post-production sur l'ordinateur pour déjà choisir le bon moment qui me plaît, le recadrer dans un modèle, dans une maquette de la gare que j'ai sur l'ordinateur, de faire apparaître dans les fenêtres des moments intéressants. Donc tout est à peu près calculé. Momoko Seto a reçu de nombreux prix internationaux pour ses vidéos à la fois poétiques, scientifiques et extrêmement précises. Alors si ces images donnent une petite idée de son concept, elles permettent surtout de deviner l'impact qu'aura ce scarabée lorsqu'il mesurera 10 mètres par 15 sur la façade de la gare. Un événement à ne pas manquer le 29 mars lors de la soirée d'ouverture du Mapping Festival. Moteur. Agenda 33, première. Être fan de séries mène parfois à se retrouver soi-même sous les feux des projecteurs. Petit, Benoît Laganne découvre le monde avec la télé. Il y découvre surtout les séries, une passion qui l'amènera plus grand à en faire son métier. Critique pour la radio et pour la télévision, Benoît participe à des conférences et c'est en partageant son intérêt avec les autres qu'il a l'idée d'un spectacle. L'homme qui avait les yeux carrés, le compteur cathodique, est programmé dans le cadre du festival Sérimania. Voilà ce que ça donne. Que le spectacle commence. Sérimania présente une coproduction Tourcoing City, un lieu des compagnies Century Fox, le compteur cathodique. C'est un show où chacun prend sa... Vous avez reconnu ? On entend ce chant dans Buffy épisode 7, saison 6. Benoît Laganne est incollable sur les séries. Il les dissèque depuis 35 ans, il les chronique pour la radio, la télé, et il en a fait un spectacle. Cette année, le show évolue grâce aux rencontres qui le nourrissent. Depuis plusieurs mois, Benoît écume les Hauts-de-France, des écoles aux EHPAD, des facs aux médiathèques. Moi, quand je suis en mode cocooning, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, je me remets Friends en boucle, je reprends un épisode au hasard et puis après, du coup, je repars jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que vous aimez justement dans le fait de suivre c'est les personnages, c'est l'univers? C'est une bonne petite série qui est à la fois drôle et puis quand on la suit un peu, il y a plein de choses un peu profondes. Après, il y a eu toute la période où on va dire c'était L'homme qui tombe à pic, c'était L'homme qui va être un milliard, Super Jamie. Aujourd'hui, on a tendance à dire ouais, les séries c'est nouveau, il y a quand même une création. Bon, ça c'est un peu pour manière de se en dîner en ville pour se la ramener quoi. En fait, on a toujours regardé des séries et du coup, regarder scène de ménage, il n'y a pas de plaisir coupable. Hein. Moi, je dis dans le spectacle que not guilty, quoi, hein, plaisir non coupable chez moi. Bon, et merci pour ça. Je vais voir comment je vais arriver à glisser 2-3 bricoles tout à l'heure. Quelques heures après sa rencontre à la médiathèque, Benoît Laganne fait les derniers ajustements de son spectacle, donné le soir même à la Maison Folie de Tourcoing. Le show garde sa base poétique et émouvante, mais laisse une grande part à l'improvisation. Ah non, qu'est-ce que t'as mis? Chérie, fais-moi peur. Ma télé cathodique. La télé cathodique de ma mémé. Mais le problème, c'est que si tu diffuses ça pendant que je parle, les gens vont regarder. Non.
Allez, McBeal! Bravo! Bon, je vois que ça fonctionne bien quand même. Et puis il y a un petit peu de tout. Allez, un dernier, peut-être un peu plus compliqué. Walking Dead, oui, c'est pas compliqué. C'est compliqué pour vous, Walking Dead. Parce que vous, vos séries préférées, je sais, c'est Rex. Non, mais quand je suis arrivé à la roseraie, il y avait une panne d'électricité. C'est bien vrai. Tout le monde descendait en fureur. Oh, on n'a plus la télé. Oh, on va louper Rex. Et ce jour-là, le 27 juin 1996, en lieu et place d'envoyé spécial, bada, urgence. Le Cook County Hospital, un chariot de réa qui défonce des portes battantes. Urgence. J'ai rencontré une dame ce matin qui m'a dit qu'elle aimait beaucoup Urgence aussi, à la médiathèque André Malraux. Donc je suis pas tout seul à avoir aimé cette série. Benoît Laganne sera présent gare Saint-Sauveur pendant tout le festival Sérimania et son spectacle reprendra à Saint-Quentin en avril. Benoît, arrête de regarder la télé. Tu vas finir par avoir les yeux carrés. Benoît Laganne, alias l'homme qui avait les yeux carrés, animera des podcasts pour France Inter à la gare Saint-Sauveur pendant tout le festival Sérimania. Et si vous avez envie de revoir son spectacle, il sera à Saint-Quentin au mois d'avril. Charlotte Bloom, bonjour. Bonjour. Vous connaissez Benoît Laganne? Vous l'avez déjà vu sur scène? Oui, c'est un ami déjà, un collègue. Et je l'ai vu sur scène. En fait, j'ai découvert son spectacle à Sérimania. On aura l'occasion de vous croiser également à Sérimania du 22 au 30 mars. On va y revenir. Charlotte, vous êtes journaliste, critique, réalisatrice et auteure de pas mal d'ouvrages et notamment de séries Une addiction planétaire. Je me rends compte à quel point il porte bien son nom, celui-là. Ouais, alors quels sont les bons ingrédients pour qu'une série nous rende complètement dépendants? Je dirais que le premier, c'est les personnages. Si on tombe pas amoureux d'un ou plusieurs personnages, c'est foutu. Et ensuite, la structure, le rythme, donner envie de revenir, finir un épisode sur un cliffhanger, ça a l'air ringard en fait de dire ça, mais ça marche toujours. Et puis parfois, il y a la thématique. Il y a des thématiques qui nous touchent plus ou moins parce que soit c'est drôle, parce que c'est intime. On s'identifie aussi beaucoup en regardant une série. Oui, alors oui, quand j'étais ado, je m'identifiais à Angela, 15 ans. Et puis tout doucement, ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que plus on grandit, plus on regarde de séries, plus on s'identifie à des personnages qui nous ressemblent pas. Je peux m'identifier à un tueur en série sans problème. Parce que comme c'est des personnages très bien écrits, avec lesquels on vit longtemps, on trouve des choses qui nous ressemblent. Donc j'ai l'impression que moi-même, je me découvre peut-être des petits vices ou des petites qualités que je connaissais pas en me disant mais pourquoi j'aime ce personnage horrible? Alors parlons de Sérimania, parce qu'on va parler de compétition. Est-ce que d'après vous, c'est un bon cru cette année? C'est un super cru cette année. Bon, à Sérimania, ils savent ce qu'ils font, hein, donc on n'est jamais très inquiet de ce qui va se passer. Mais comme d'habitude, c'est hyper international, hyper diversifié. J'ai le sentiment qu'ils ont mis l'accent sur les femmes cette année, ce qui est super important, de donner la parole à des showrunneuses, à des autrices, à des réalisatrices, à des actrices. Donc oui, c'est un super bon cru. On voit aussi qu'il y a un transfert des gens du cinéma vers les gens de la série qui se fait et qui sont là, avec Uma Thurman par exemple, qui vient présenter une série. Et puis ça apporte de la communauté à la série, parce que finalement c'est quelque chose qu'on regarde un peu tout seul chez soi, ou en couple, ou avec des potes, ou avec sa famille, et là ça crée les conditions du cinéma pour la série, donc ça permet de les regarder à plusieurs, et je trouve que rire ensemble, pleurer ensemble, sentir la réaction de ses voisins, c'est un peu ce qui manque à un sériephile. Alors on va pas se quitter, Charlotte, sans parler aussi de votre propre série, une série documentaire, Art of Television, qui a été présentée à Sérimania, et là vous mettez en valeur les réalisateurs. Oui, en fait, moi, je me suis toujours demandé comment ça marchait de réaliser une série. Sur une saison, il y a 8 épisodes, il y a 8 réalisateurs. Donc, comment ces gens font pour travailler? Comment ils font pour s'intégrer? Comment ils font pour comprendre ce qu'il faut faire? Pour prendre le relais de l'épisode d'avant? Pour préparer le boulot du réal d'après? En fait, j'ai jamais compris comment ça se passait, donc je suis allée leur demander. C'était encore la façon la plus simple de le faire. Cette année, on présente la saison 2. On a élargi le spectre en allant demander à des réalisateurs de cinéma qui faisaient de la série, qu'est-ce que ça leur faisait? Est-ce que c'est frustrant parce qu'il y a moins d'argent, il y a moins de temps? Est-ce qu'au contraire c'est cool parce qu'il y a une grande liberté? Donc on a eu la chance de parler à Michel Gondry, à Judd Apatow, à Barry Levinson, à Vincenzo Natali. Et enfin moi j'aime bien faire parler les gens qui sont derrière la caméra. Merci beaucoup Charlotte. Merci à vous.
Comme nous passons bientôt en heure d'été et que les journées sont de plus en plus longues, vous n'avez donc aucune excuse pour ne pas sortir, lire, rire, bref, découvrir nos coups de cœur du mois. Et c'est un débordement de joie qui vous attend au Colisée de Roubaix les 30 et 31 mars. Machine de cirque, c'est un spectacle étonnant qui allie théâtre, poésie, musique et cirque de haut vol. Et vous êtes prévenus, cette joie est contagieuse. On va stimuler son imagination du côté de Béthune avec Artimini. Ce festival, c'est le royaume des plus jeunes avec 7 spectacles qui ont été conçus pour et par les enfants, histoire de les éveiller à la culture et au spectacle vivant. La 9e édition se termine le 6 avril. Gros coup de cœur pour le festival Les Enchanteurs. Organisé par Droit de Cité, cet événement a pour objectif de permettre à une vingtaine de communes du bassin minier d'accéder à une création musicale variée et enrichissante. Et en plus, à tout petit prix, entre 5 et 16 euros. Enfin, vous prendrez le temps de relire vos classiques, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, récits qui ont inspiré des siècles de création artistique. Le musée du Louvre-Lens consacre une grande exposition à ce poète grec qui aurait vécu au 8e siècle avant notre ère. L'agenda sera bien évidemment présent lors de cet événement, car vous l'avez compris, nous avons fait de la culture notre cheval de bataille. On se retrouve le mois prochain. C'était l'agenda avec le Crédit Mutuel Nord Europe.